¿Qué tal amigos de Proyecto Grado Cero? El día de hoy, gracias al CIDE, podemos entrevistar al profesor Pierro Zambalón. Él dio una conferencia sobre democracia. Así que empezaremos con nuestras preguntas en español. Nos las van a traducir y él nos dará respuesta. Primera pregunta. Profesor, en primera instancia queremos saber si puede funcionar la idea de la contrademocracia existiendo dos elementos, la discriminación y la desigualdad, pero si puede existir en el sentido de hablar de Latinoamérica. Ce qu'il veut savoir en fait, c'est si vous pensez que la contre-démocratie peut fonctionner dans des pays où il y a beaucoup de discrimination, comme les pays en Amérique latine. Je crois que oui, la contre-démocratie peut fonctionner dans des pays où il y a beaucoup d'inégalités, de divisions. Et même la contre-démocratie doit surtout fonctionner là, pour faire entendre des voix dissidentes, pour exprimer les voix qui ne sont pas écoutées. Car dans la contre-démocratie, il y a à la fois une dimension de contrôle du pouvoir, mais aussi une dimension d'expression sociale. Ceci étant dit, les grandes inégalités, ce qu'elles mettent en cause, c'est la démocratie en tant que forme de société. Parce que si les inégalités sont trop fortes, on peut dire que les gens ne vivent plus sur la même planète. Et comment peut-on faire pays commun si on ne vit plus sur la même planète? Un pays où les riches vivent dans des endroits séparés, un pays où la misère vit dans ses propres ghettos, est un pays qui est menacé de partout. Et peut-être que le Mexique est un exemple justement d'un pays dans lequel ces formes d'inégalité détruisent en quelque sorte le lien social et rendent la possibilité d'un pouvoir par les groupes criminels assez fort. Bueno, el profesor nos acaba de decir que sí puede funcionar y justamente debe hacerlo porque es en este tipo de países donde se debe hacer escuchar la voz de las distintas personas, que se tiene que generar un país en común entre los ricos y los pobres, y esto genera países amenazados donde la inegalidad ayuda a destruir los lazos sociales, especialmente esto sucede en México, entonces es necesario que esto exista para que se pueda lograr un país en común. Ahora, la siguiente pregunta sería en relación a México. Se le ha dado mucha importancia a las redes sociales, el internet, para generar cambios democráticos. ¿Esta participación en el internet ayuda en el proceso democrático o solamente es un medio posible para hacer realidad la democracia? Je dirais Internet a une particularité, c'est qu'Internet n'est pas un moyen d'information, Internet est une forme sociale. En effet, Internet, pour la première fois, donne une dimension matérialisée à l'opinion. Avant Internet, l'opinion elle était toujours médiatisée par un journal, médiatisée par un intellectuel, médiatisée par un parti, médiatisée par une organisation. Là, Internet, c'est l'opinion immédiate qui se fait entendre. Mais en même temps, Internet pose la question justement de forme de médiation. Parce que Internet, c'est l'univers qui part dans tous les sens. Donc il faut aussi que dans cet univers qui part dans tous les sens se forment des regroupements, se forment des agglomérations. Et donc il y a besoin, je dirais, de médiateurs sur Internet, il y a besoin de pôles d'aimantation pour donner son plein effet démocratique à Internet. Car la démocratie, c'est pas simplement la parole confuse. La démocratie, c'est pas simplement le bruit diffus. La démocratie, c'est la possibilité d'une parole qui se formule clairement et qui peut être en quelque sorte un élément pour aider des agents a faire leur histoire. Asimismo, tenemos cierta desconfianza en el gobierno, pero en México también las movilizaciones son factores de desconfianza por las manipulaciones que puede haber de ellas. ¿Podría generarse de alguna forma un cambio en el pensamiento de la sociedad para confiar en los movimientos sociales? Effectivement, on peut critiquer le monde politique, mais le monde politique est au moins soumis à une épreuve de légitimité qui est l'élection.
cette épreuve de légitimité, elle est insuffisante. Mais il faut aussi que les mouvements sociaux se soumettent à des épreuves de légitimité. Et ces épreuves de légitimité, elles sont de différentes natures. Ça peut être des épreuves de légitimité qui tiennent à leur capacité de mobilisation, ou ça peut être des épreuves de légitimité qui les imposent comme posant les bonnes questions. Et effectivement, il ne peut pas y avoir de mouvement autoproclamé. Il faut toujours, à un moment ou à un autre, passer par une épreuve de légitimation, quelle que soit sa forme. Hago la pregunta o... La dernière question, c'est que le Mexique est un pays où l'on constate plusieurs pathologies de la démocratie. Le peuple manque de souveraineté, les journaux ne manifestent la vérité et le référendum a été proposé comme une solution pour réussir à avoir une vie plus démocratique. Qu'en pensez-vous? Le référendum a été depuis le début de la démocratie un instrument utilisé notamment pour donner un fondement aux lois constitutionnelles. Au temps de la Révolution française, les constitutions ont été votées de façon par le suffrage universel. Donc il y a cette dimension-là. Mais je serais plus méfiant vis-à-vis du référendum s'il s'agit de penser que le référendum peut régler toutes les questions. Pour une raison simple, c'est qu'un référendum pose une question limitée. Alors que très souvent, il faut lier la réponse à cette question limitée à tout un ordre de suivi normatif, si je puis dire. Le problème de la politique, c'est de définir une politique générale et de la développer dans le temps. Ce n'est pas simplement de prendre des décisions segmentées. Il est important qu'il puisse y avoir, sur des points importants, des décisions spécifiques, mais il ne faut pas oublier que le rôle de la politique, c'est tout de même de constituer des politiques dans le temps. Et souvent, les référendums, dans un certain nombre de pays, c'est le cas notamment en Suisse, ils ne sont pas suivis des faits. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très difficiles à mettre en œuvre pour une raison de contenu normatif. Le parti populiste en Suisse récemment a fait voter et a emporté la majorité des suffrages pour interdire dorénavant l'entrée des étrangers. Mais comment le mettre en œuvre alors qu'il y a des travailleurs frontaliers? Comment le mettre en œuvre alors que la Suisse appartient à signer la Convention européenne des droits de l'homme? Donc on ne peut pas séparer un référendum de tout un environnement d'institutions, de tout un environnement d'engagement. Et croire que la politique peut se réduire à des décisions ponctuelles et parcellaires, est à mon avis une très grande erreur. Et il y a un certain culte populiste du référendum qui, de ce point de vue-là, mérite d'être interrogé. Des référendums sur des questions notamment constitutionnelles fondamentales, oui. Un référendum comme une modalité normale de la vie démocratique, là c'est beaucoup plus problématique. Pour une raison très simple aussi, c'est que le référendum donne toujours des résultats majoritaires. Alors que dans bien des domaines, il faut que la société, c'est le cas d'une société multiculturelle, soit ouverte à tous. Et donc il faut trouver des moyens d'exprimer ce qui concerne toute la société. Et c'est ce à quoi servent les droits de l'homme et les constitutions. Elles défendent le pluralisme et elles évitent la tyrannie de la majorité. Voilà ce à quoi il faut songer aussi quand on parle du référendum. Voilà.